Aux confins de la péninsule arabique, là où les montagnes se referment comme des points de pierre sur des vallées asséchées, il existe un royaume que le temps semble avoir oublié d'effacer. L'Oman, dernier sultanat du monde, garde jalousement, au creux de ses wadis et sur les épaules de ses massifs, un monde arabe ancien, presque intact, que l'on croyait disparu ailleurs. C'est un pays de murs en terre crue et de silences habités, où l'eau, précieuse entre toutes les richesses, continue de couler par gravité à travers des canaux vieux de plusieurs siècles, les fallages, irriguant patiemment les terrasses de palmiers, les maisons, les champs suspendus au flanc des montagnes. Dans une oasis perchée en altitude, ce sont les palmeraies qui rendent la vie possible au-dessus des vallées arides. Les paysans montent encore aux palmiers avec de simples ceintures de cordes, tranchent les grappes de dattes dorées et les font descendre à la main pour les familles qui attendent en contrebas. Dans une vieille cité de terre, des maisons restaurées conservent le geste de moudre le café, de cuire le pain plat, de presser l'huile, de tisser la laine. Tous ces savoir-faire transmis de génération en génération, comme un héritage qu'on ne laisse jamais mourir. Et puis, il y a la danse, l'autre mémoire de l'Oman, celle qui raconte à la fois l'âme du guerrier et le souffle de l'artiste. Suivons ensemble cette route qui serpente à travers les villages cachés du dernier sultanat au monde. Un voyage qui commence, comme il se doit, par les pierres et l'eau. Notre premier arrêt porte un nom qui, à lui seul, évoque déjà la fraîcheur du nombre retrouvé. Misfat al-Abrienne. C'est un village de charme où la vie omanaise ancienne s'épanouit encore entre la roche, la boue séchée, les palmes et l'eau qui ruisselle. Perché à environ 900 mètres d'altitude, il offre à quiconque s'y aventure des vues à couper le souffle sur les terrasses du Hadjar et les vallées qui s'étendent en contrebas, comme un décor sculpté patiemment par les siècles. Les maisons du village reposent sur de solides bases de pierre, surmontées de murs de briques de terre chaleureux et de plafonds tressés de palmes. L'eau, elle, se partage avec une grâce ancienne entre les foyers, les jardins et les palmeraies, grâce à ce système de fallage hérité d'un savoir presque immémorial. On sent ici, à chaque coin de ruelle, cet esprit de communauté qui unit les familles dans l'entretien des murs de terre, le travail des champs, l'hospitalité offerte sans compter. Le quotidien se rythme au son de l'appel du muezzin, au parfum du café qui infuse, aux repas partagés dans les cours intérieures, sous un ciel qui change de couleur à chaque heure. L'une des traditions les plus fascinantes de Misfat al-Abrienne reste l'ascension des palmiers dattiers, un art exigeant, physiquement rude, mais profondément gratifiant, enraciné dans l'agriculture des oasis. Grimper est un art à part entière. Les cueilleurs, avec une adresse née de l'habitude, utilisent des cordes pour récolter les grappes de dattes sucrées, veillant à ce que rien ne se perde de cette générosité du palmier. Autrefois vitale pour l'alimentation et le commerce, la datte demeure aujourd'hui une source de revenus essentielle pour les habitants, mais aussi un ciment identitaire, un prétexte à ces repas partagés qui tissent les liens entre voisins et entre générations. Pour les gens d'ici, Misfat incarne un mode de vie où la tradition, la foi et la communauté ne font qu'un. Grâce à leurs efforts constants pour préserver et protéger cet héritage, le visiteur peut, l'espace d'une flânerie dans les ruelles, toucher du doigt le cœur battant de ce village de montagne, et sentir combien de mains discrètes veillent, jour après jour, à ce que rien ne s'efface. Et l'on ne saurait quitter Misfat sans goûter à ces plaisirs simples, des dattes fraîches, cueillies à même le palmier, accompagnées d'un café omanais parfumé à la cardamome, une manière délicieuse de se rafraîchir après la marche. Vient ensuite le rakak, ce pain plat et fin cuit sur une plaque de métal brûlante, que l'on déguste volontiers avec du miel, du fromage ou ce sirop de dattes sombres et sucrées. Ensemble, ces mets simples mais nourrissants résument l'essence même de Misfat, une nourriture que l'on partage entre amis, juste au moment où le soleil commence à glisser derrière les montagnes. À l'image de Misfat al-Abrienne, Al-Amra est elle aussi un morceau vivant de l'Oman. Nous voici maintenant dans la région d'Ad Dakhiliya, où de belles routes serpentent entre des racines d'oasis luxuriantes jusqu'au pied du vertigineux Djebel Shams. Ce lieu s'est façonné au fil des siècles, les familles s'unissant pour bâtir leurs maisons à proximité immédiate des champs, des canaux d'irrigation fallages et des ruelles défensives soigneusement pensées. Le vieux quartier est un véritable trésor, avec ses maisons de briques de terre qui s'élèvent fièrement sur 2 ou 3 étages, certaines vieilles de plusieurs siècles. En s'aventurant dans ces ruelles étroites, on découvre une ombre bienvenue, un sentiment d'intimité préservé et des cheminements pensés pour relier les voisins entre eux, jusqu'à la mosquée, jusqu'aux champs, jusqu'au marché.
Beaucoup de maisons se dressent aujourd'hui vides, silencieuses, mais l'esprit de la communauté perdure à travers les familles, les guides et les restaurateurs qui chérissent encore l'histoire de ce lieu. Beit al-Safa est une étape incontournable. Cette maison traditionnelle restaurée fait office de musée vivant pour Al-Hamra, créée pour maintenir en vie les savoir-faire domestiques après que tant de familles eurent choisi des demeures plus modernes. À l'intérieur, on découvre comment ces maisons de terre étaient pensées avec soin. Murs épais, ouvertures étroites, recoins de rangement chaleureux, tout conçu pour préserver l'intimité. 3 objets retiennent particulièrement le regard. D'abord, le mortier de pierre destiné à piler les grains de café et la cardamome pour préparer l'accueil des invités. Ensuite, une plaque à pain qui raconte à elle seule l'histoire de la cuisson du pain omanais, fin et doré sur une chaleur douce. Enfin, un pressoir à huile en bois qui témoigne de la manière dont on broyait autrefois les graines pour la cuisine comme pour la médecine. Ce sont souvent les femmes du village qui font revivre ces gestes, torréfiant, moulant, cuisant, tissant, pressant l'huile, devant les visiteurs venus les observer. Dans la vieille ville d'Al-Hamra, il faut goûter le choua, cette viande de fête omanaise cuite lentement. L'agneau ou la chèvre, marinée aux épices, enveloppée de feuilles, cuit ensuite sous terre durant de longues heures, jusqu'à devenir d'une tendreté presque fondante. Pour se désaltérer, on choisira le laban, cette boisson rafraîchissante à base de lait fermenté, un vrai bonheur après une marche sous le soleil, à travers les ruelles pavées et les cours brûlantes. Puis, dans le charmant centre historique d'Al-Hamra, prenons un instant pour nous laisser porter par la beauté de l'Al-Ayala et de l'Al-Rasfa, 2 traditions de spectacle magnifiques que l'on retrouve à la fois en Oman et aux Émirats arabes unis. Ces arts vivants sont nés des rassemblements tribaux et des célébrations guerrières avant de s'épanouir avec le temps en événements joyeux pour les mariages, les fêtes nationales, l'accueil des invités. Dans l'Al-Ayala, 2 rangées d'hommes se font face, tenant des bâtons de bambou, tandis que le battement rythmique des tambours porte les poèmes chantés à voix haute. Les danseurs se penchent, avancent, se déplacent dans une harmonie parfaite, composant un tableau saisissant d'unité et de force. Certains, glissant entre les rangs, brandissent des épées ou des fusils. Autrefois célébration de la victoire au combat, l'Al-Ayala est devenue aujourd'hui une forme de divertissement communautaire, joyeuse et partagée par tous. L'Al-Rasfa, elle, partage certaines caractéristiques avec sa cousine. Les rangées d'hommes, les rythmes entraînants, les vers chantés, souvent adaptés à l'occasion du moment. Mais elle met davantage l'accent sur la beauté des joutes poétiques et invite le public à y prendre part. Les 2 traditions, chacune à sa manière, réunissent les hommes autour de la poésie, du rythme, du mouvement et d'une fierté partagée pour leur héritage. À Al-Hamra, ces spectacles se fondent magnifiquement dans le charme de la vieille ville, chaque note, chaque vers résonnant contre les murs de terre comme un écho venu du fond des âges. On se surprend alors à se tenir immobile, à écouter attentivement la poésie, à sentir vibrer l'énergie de chaque coup de canne. C'est ainsi précisément que la riche culture de l'Oman continue d'avancer, sans jamais se rompre. Un 4x4 grimpe ensuite depuis la vieille cité de terre pour rejoindre Wakhan, un village niché au cœur des magnifiques montagnes du Hajar occidental, au-dessus de Nakal. Wakhan a prospéré grâce à son agriculture de montagne. Depuis des générations, les familles ont su tirer parti de la pierre, de la terre, du bois de palmier et des canaux d'eau pour vivre sur des pentes vertigineuses. En se promenant dans Wakhan, on remarque ces maisons chaleureuses, serrées les unes contre les autres, avec leurs petites fenêtres, leurs toits plats, leurs murs solides qui bordent les sentiers. Le phallage fait circuler l'eau fraîche de la montagne à travers des terrasses plantées de grenadiers, d'abricotiers, de vignes, de dattiers et de légumes. Pour vraiment apprécier Wakhan, il faut prendre le temps de gravir le sentier en escalier depuis l'entrée du village jusqu'à cette vue panoramique qui récompense l'effort. En été, les terrasses verdoyantes et les arbres fruitiers tranchent avec éclat sur les falaises arides. En hiver, l'air plus frais rend l'ascension plus douce, presque une promenade. Ici, la vie avance à un rythme apaisé. Les paysans veillent sur leur culture, les familles accueillent les visiteurs à cœur ouvert, les enfants courent en riant entre les terrasses. L'art local se révèle dans les détails du quotidien, à la fois pratique et beau. Les marches de pierre, les murets de jardin, les portes de bois, les canaux d'eau entretenus avec un soin presque affectueux. Il faut absolument goûter le harès, ce mélange de blé et de viande longuement mijotée, qui devient épais et fondant. Wakhan est un lieu à part, car il démontre avec une évidence tranquille que la vie de montagne omanaise peut prospérer tout en gardant intacte son âme paysanne.
Comme le village précédent, Bilad Saïd s'élève sur des pentes de pierre et des falaises où l'agriculture semblait, à première vue, tout simplement impossible. Bilad Saïd se niche au cœur du Hajar occidental, entre Rustak et Al-Amra, perché au-dessus d'un bassin montagneux d'une beauté saisissante. Les maisons, bâties de pierre, de terre et de troncs de palmiers, forment des ruelles compactes qui épousent le relief de la colline. En contrebas, de magnifiques terrasses accueillent palmiers, légumes, céréales et champs vivants de couleurs. La flage et les eaux saisonnières maintiennent les jardins florissants et les habitants tirent une grande fierté de l'entretien manuel des canaux, des murs, des chemins, des toits. On trouve aussi, en contrebas du village, un petit terrain de football, une touche de vie inattendue au milieu de ces montagnes escarpées. Si l'on vous accueille chez l'habitant, on vous offrira peut-être un délicieux café omané parfumé à la cardamome. Votre hôte remplira votre tasse, veillera discrètement sur elle, et si vous en désirez davantage, il suffit d'accepter. La religion imprègne le quotidien tout entier, avec le minaret blanc qui marque la ligne d'horizon et les appels à la prière qui résonnent à travers le village. L'art se manifeste aussi dans les portes finement sculptées, les murs de terrasse, les paniers tressés de palmes. Ne manquez surtout pas de goûter au madrouba, ce délicieux plat de riz cuisiné au poulet et aux épices. Juste au-delà de Bilad Saïd se découvre Birkat Al-Mouz, un lieu où l'eau coule avec douceur, une oasis nichée sous les hauteurs du Djabal Akhdar. Cette bourgade se trouve non loin de Nizwa, le long des routes de montagne les plus pittoresques de l'Oman. Les bâtisseurs y ont employé des matériaux traditionnels, briques de terre, bases de pierre, poutres de palmier, portes de bois massif, et conçu des passages étroits pensés pour conserver la fraîcheur, avec très peu d'ouverture vers l'extérieur. Bien que de nombreuses familles aient quitté les lieux, le village continue de tenir debout, grâce au climat sec, à l'épaisseur de ses murs et aux réparations constantes qui empêchent la dégradation de gagner du terrain. Sous les ruines coule le Falaj Al-Khatmin, l'un des systèmes d'irrigation à flage de l'Oman inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce dispositif impressionnant fut construit pour acheminer l'eau de la montagne par la seule force de la gravité, la guidant à travers tunnels et canaux jusqu'aux maisons et aux terres cultivées. Autrefois, il fournissait une eau vitale pour les palmiers dattiers, les récoltes, le bétail et les besoins du quotidien. La répartition de l'eau obéit à des règles héritées de génération en génération, créant un sens profond de responsabilité collective autour de l'irrigation, un partage où chacun connaît sa part, où chacun veille sur celle du voisin. Aujourd'hui encore, cet ancien falage continue de nourrir les plantations locales et enseigne aux visiteurs, avec une simplicité éloquente, la manière dont l'Oman gère avec grâce ses ressources en eau. Pour les habitants, Birkat Al-Mouz incarne ce lien profond entre architecture historique et agriculture vivante. À travers les efforts de préservation du site, protection du patrimoine, nettoyage du village, consolidation des murs, création de sentiers accessibles aux visiteurs, se lie un respect profond pour ces structures de terre si fragiles. Si l'on s'y trouve au crépuscule, il vaut la peine de s'arrêter un instant, simplement pour ressentir l'essence de l'Oman ancien qui flotte encore dans l'air du soir. Puis vient Tanuf, un village qui porte encore, gravé dans ses murs, la mémoire de la guerre du Djebel Akhdar. Autrefois, les bombardements ont transformé un village vivant en un champ de ruines. Le vieux Tanuf était une bourgade de briques de terre, profondément enracinée dans la tradition, où l'agriculture, l'attachement à la montagne et la vie tribale s'épanouissaient. Les cicatrices de Tanuf remontent à la guerre du Djebel Akhdar au milieu du XXe siècle, lorsque les tribus de l'intérieur du pays se dressèrent contre les forces du sultan Saïd bin Taïmour. Sulayman bin Himyar, chef tribal de premier plan, défia ouvertement le sultan et contribua à déclencher un soulèvement de plus grande ampleur. Les combats autour de Tanuf infligèrent de lourdes pertes aux forces du sultan. Plus tard, des chasseurs Venom de la Royal Air Force attaquèrent les forteresses rebelles de Tanuf, Nizwa, Iski et Birkat Al-Mouz. Le village brisé demeure, aujourd'hui encore, comme une blessure de guerre visible à ciel ouvert. On y voit des murs fissurés, des toits disparus, des pièces vides, des embrasures de portes qui ne mènent plus nulle part. Grâce au climat sec de l'Oman, ces murs de terre épais ont réussi à rester debout longtemps après que leurs toits se sont effondrés, créant un paysage architectural unique, à la fois tragique et étrangement beau. Pour beaucoup d'Omanais, Tanuf demeure le souvenir vivant de luttes passées, un symbole de survie, une trace précieuse de la résilience après l'épreuve.
On ne peut s'empêcher, en parcourant ces ruines, de se demander comment un lieu si paisible aujourd'hui a pu porter tant de violence et comment un peuple choisit malgré tout de continuer à vivre auprès de ses cicatrices plutôt que de les effacer. Il convient d'apprécier la beauté de Tanuf avec retenue, de suivre les chemins tracés par les guides, d'éviter d'escalader les ruines et de laisser chaque pierre à sa place pour préserver l'intégrité de ce lieu si chargé de sens. En laissant derrière soi ces ruines marquées par la guerre, la route traverse le pays vers Mana, où se dresse un autre établissement abandonné. Harat al-Bilad est un ancien quartier fortifié situé à Mana, au cœur même de la région d'Ad-Dakhiliya. D'impressionnants murs de pierre et de briques de terre enserrent le quartier, percé de 4 portes accueillantes et surmonté de tours de guet imposantes. À l'intérieur, 3 artères principales grouillaient autrefois de maisons, d'échoppes, de mosquées, d'espaces de rassemblement, de puits rafraîchissants et d'écoles. Ce qui rend ce lieu si particulier, c'est son échelle et son organisation. Ici, des centaines de maisons de terre, de nombreux puits et plusieurs mosquées s'assemblent pour former une communauté urbaine vibrante. Les mosquées s'ornent de mihrabs magnifiquement sculptés, datant du début du XVIe siècle, témoignant du talent des artisans locaux. Ce site a bénéficié d'importants travaux de restauration après une longue période d'abandon. Les efforts de conservation ont débuté au tout début des années 2000, se concentrant sur la revitalisation des portes, des mosquées, des bâtiments publics et de certaines habitations choisies. Se promener dans ces ruelles reste la meilleure façon de ressentir l'âme du lieu. Prenez le temps d'admirer les portes restaurées, les mihrabs des mosquées, les puits, les poutres de toiture robustes, les recoins autrefois pensés pour la défense. Il vaut la peine de s'entourer d'un guide local, capable de révéler les histoires cachées derrière des pièces sans nom apparent, silencieuses en apparence, mais chargées d'une signification sociale profonde. Le petit matin ou la fin d'après-midi restent les meilleurs moments pour la visite, quand la chaleur se fait plus clémente et que les textures des murs de terre se révèlent avec encore plus d'intensité. Des murs de terre gardés par le silence, le voyage s'ouvre soudain vers l'air salin, l'eau bleue, les barques tirées sur le sable. Le village de pêcheurs de Cantab se situe au sud-est de Mascate, niché entre des collines rocheuses spectaculaires et les eaux magnifiques du golfe d'Oman. Depuis des générations, la pêche constitue un lien vital entre Cantab et Mascate, fournissant nourriture, soutenant les routes de la perle et permettant les échanges du quotidien. À l'aube, la journée de pêche commence. Les hommes du village préparent lignes, filets, nasses, carburant et glace. Beaucoup prennent un moment pour la prière avant de partir en mer. Les barques quittent le rivage en groupe. Certains pêcheurs préfèrent la ligne à main pour les poissons de récif, sentant chaque frémissement au bout du fil, tandis que d'autres posent nasses ou filets avec une précision née de l'habitude, rentrant avant que le soleil ne réchauffe trop les eaux. La pêche ici est un art véritable. Chaque poisson, chaque marée, chaque fond marin exige le bon moment, la bonne profondeur, le bon appât et surtout une patience infinie. Autrefois, pêcher signifiait nourrir sa famille, approvisionner les marchés locaux et enseigner aux jeunes garçons le courage, l'esprit d'équipe, le respect de la puissance de la mer. Aujourd'hui, la pêche nourrit aussi le tourisme, fait vivre les restaurants, renforce l'identité même du village. Pour un repas savoureux, rien ne vaut le taza grillé à la perfection sur des braises, badigeonné de citron vert, d'ail et d'épices omanaises traditionnelles. Ce plat révèle des bords délicieusement croustillants, une chair fumée et le goût frais de la mer du matin, servi le plus souvent avec du riz ou du pain plat. Un hors-bord s'élance ensuite depuis la côte, filant vers le nord à travers les eaux du Musandam, en direction du village de Kumzar, un hameau accessible uniquement par la mer. Kumzar se dresse à l'extrémité septentrionale de l'Oman, juste au bord du détroit d'Ormuz. Ce village porte une histoire fascinante, qui remonte 5 siècles en arrière, ayant servi de refuge chaleureux pour marins, pêcheurs et marchands. Grâce à son isolement, Kumzar a développé une culture qui lui est absolument propre. La langue kumzari, par exemple, mêle des éléments d'arabe, de persan, d'hindi, de portugais et d'anglais, un patrimoine linguistique unique au monde. La pêche, le transport maritime et les liens familiaux étroits avec Kassab font vivre le village, aux côtés d'une vie de mosquée animée et d'un usage intelligent du territoire. Le matin,
Le village bourdonne d'activité, porté par une atmosphère chaleureuse et accueillante. Puis, quand le soleil se couche, les falaises prennent des teintes plus sombres, les barques se balancent doucement, et l'on sent alors l'âme du village se révéler, façonnée par les marées, le vent et les souvenirs qu'on y chérit. La nature autour de Khummsar est absolument remarquable. Les eaux limpides du fjord abritent des récifs coralliens aux couleurs vives et des chenaux profonds où la vie marine s'épanouit. Les dauphins sont les voisins les plus familiers de ces eaux, nageant souvent aux côtés des barques, offrant des instants de grâce inattendus. L'Aïd reste le moment fort de l'année pour tous les habitants de Khummsar. Les familles reviennent de Kassab, remplissant les maisons de rires et de joie. Les enfants revêtent leurs plus beaux habits, et toute la communauté se rassemble pour la prière. Il y a des repas délicieux, des douceurs sucrées, des salutations chaleureuses et d'innombrables conversations au bord de la mer qui viennent renforcer les liens familiaux et les amitiés. Ces célébrations prennent un sens particulier, précisément à cause de l'isolement de l'île. Khummsar peut sembler perdu au bout du monde, et pourtant, une communauté d'une vitalité surprenante continue d'y battre, capable d'étonner quiconque s'y aventure. Mazira est peut-être le seul endroit au monde où l'on peut voir des chameaux galoper au rythme des vagues rugissantes de la mer d'Arabie. L'île de Mazira offre depuis des siècles un refuge aux marins, aux pêcheurs, aux éleveurs et aux voyageurs militaires. Sa position unique en fait un véritable carrefour entre l'océan et le désert. Les villages y sont simples, avec leurs maisons pâles, leurs abris à barques et leurs sentiers sinueux menant vers des plages sublimes. L'harmonie entre l'architecture et le paysage naturel y est particulièrement frappante. À l'approche de l'après-midi, les murs blancs, les enclos à chameaux, les lagunes paisibles et les plages de pontes de tortues se fondent tous ensemble sous la caresse du vent. L'une des traditions les plus captivantes de l'île reste la course de chameaux sur la côte, un reflet vivant de la fierté bédouine et du lien profond qui unit ces peuples à leurs animaux. Les jours de course, les propriétaires prennent un soin extrême de leurs chameaux, presque comme on veillerait sur un membre de la famille. Ce qui rend ces courses si singulières, c'est ce décor spectaculaire de l'océan infini. Le bruit des vagues, les cris des spectateurs, le galop des chameaux composent une atmosphère inoubliable. Autrefois, remporter une course était une façon d'affirmer son savoir-faire d'éleveur, son courage, sa richesse, la fierté de sa tribu. Aujourd'hui, il s'agit surtout de célébrer la communauté et la joie, d'aider les jeunes à forger leur identité, tout en attirant le tourisme et en offrant un revenu aux entraîneurs. Pour une aventure mémorable, il ne faut pas manquer les plages où nichent les tortues, s'essayer au kitesurf, visiter les villages de pêcheurs et savourer des couchers de soleil à couper le souffle près des lagunes. Des plages humides de Mazira, on entre dans l'aridité de la région de Bidia. Ici, les vagues disparaissent, laissant place aux dunes rouges qui dominent chaque horizon. C'est une terre où les villages ont fleuri autour des puits, des palmeraies, des wadis et des routes caravanières, parfaitement situées pour les bédouins qui se déplaçaient le long des franges du désert. Les maisons y sont basses et pratiques, pensées pour garder la fraîcheur grâce à leurs cours intérieures et leurs entrées ombragées. Certains villages s'ouvrent sur de magnifiques jardins de dattiers, tandis que d'autres font face aux dunes qui accueillent chaque matin le lever du soleil. Le quotidien, ici, résonne des appels de la mosquée et de l'animation des marchés. Le soin apporté aux troupeaux, les moments partagés autour du café, le tri des dattes créent cette atmosphère chaleureuse propre à Bidia. On y trouve aussi l'artisanat des palmes, le travail délicat du cuir, la joaillerie d'argent finement ouvragée. On peut s'asseoir près du feu avec les habitants et écouter leurs récits, ces histoires transmises de bouche à oreille qui touchent le cœur. L'un des grands moments de vie communautaire reste les courses effrénées dans le désert, organisées lors de l'Aïd et des fêtes nationales. Chameaux et chevaux arabes se rassemblent près des sables, sous les acclamations des familles, tandis que les dresseurs guident les animaux et que les anciens discutent, avec passion, de lignée et d'endurance. Pour qui envisage la visite, il ne faut pas manquer la conduite sur les dunes, les randonnées à dos de chameau, les repas savoureux pris au campement, le sandboard et ce ciel étoilé d'une pureté saisissante que l'on découvre la nuit venue dans le désert. Mieux vaut s'y aventurer avec des guides locaux, boire suffisamment, protéger son appareil photo du sable et s'habiller avec discrétion et respect. L'un des grands moments forts du district de Bidia reste le Wahiba Challenge, une compétition passionnante de conduite tout-terrain qui met à l'épreuve le sens de l'orientation, l'endurance, les techniques de récupération et l'esprit d'équipe.
Tout a commencé à la fin des années 90, avec de petits groupes de passionnés de Land Rover, avant de se transformer, au fil du temps, en ces traversées épiques du désert d'Al-Sharqiya que l'on connaît aujourd'hui. Les équipes récoltent des coordonnées GPS, participent à un briefing convivial, puis s'élancent dans les dunes en convois amicaux. Le format classique, appelé Wasit, couvre une distance de 60 km sur 2 jours, avec un campement chaleureux à mi-parcours et une arrivée saluée par les acclamations. Pour ceux qui recherchent davantage de sensations, la version extrême propose un parcours exigeant de 72 km, jalonné de multiples points GPS. Mais il ne s'agit pas seulement de vitesse. Cette épreuve récompense avant tout ceux qui achèvent le parcours en toute sécurité, qui naviguent avec précision et qui savent faire équipe. Conduire après la tombée de la nuit reste d'ailleurs limité aux abords du campement, pour la sécurité de tous. L'aventure, après tout, se savoure mieux quand elle reste responsable. Avec des vents qui redessinent le relief des dunes chaque nuit, le sable peut se montrer aussi accueillant qu'impitoyable, et rester bloqué devient, pour tout conducteur, une véritable épreuve de vérité. Certains pilotes solitaires, comme Nasser Al-Attiyah ou Abdullah Al-Rawahi, sont devenus des figures célébrées à travers ces épreuves. Mais d'un autre côté, les véritables héros du Wahiba restent peut-être ces équipes qui terminent ensemble, partageant rires et anecdotes tout au long du parcours. La course du Wahiba, au fond, c'est avant tout la joie du savoir-faire, la mise de côté de l'ego et la révélation, dans le sable mouvant, de ceux qui comprennent véritablement l'art de la navigation. Ce voyage à travers l'Oman s'est construit autour de 3 forces essentielles: les anciens systèmes d'irrigation, les villages de montagne pleins de charme et la résilience née de la mer comme du désert. On y a vu comment les canaux phallages transforment des paysages arides en jardins luxuriants, comment les maisons de terre préservent la mémoire du temps, comment les familles continuent, avec une fidélité tranquille, à honorer leur artisanat traditionnel. Des fermes accrochées aux falaises jusqu'aux baies de pêcheurs pittoresques, en passant par les dunes rouges à couper le souffle, une évidence s'impose. La beauté naît toujours de la patience, du savoir-faire et d'un sens profond de la communauté. Et l'on se surprend, au terme de ce chemin, à se demander ce que l'on choisirait de préserver si un jour venait à nous la charge de veiller sur un tel héritage.